Comment transporte-t-on un homme de 635 kg? À sa naissance, John Brower pesait 3 kg, un bébé tout à fait normal. À sa mort, son cercueil prenait 2 places au cimetière. Entre les deux, son corps est devenu un cas que même la médecine ne savait plus mesurer. Derrière ce poids record, il y a une vie que personne n'aurait pu imaginer. Voici l'histoire stupéfiante de John Brower. En mars 1978, cette question devient très concrète pour les secours de Bainbridge Island, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Dans une maison, John est allongé. Son état est critique. Il souffre d'insuffisance cardiaque et respiratoire. Mais avant même de pouvoir le prendre en charge à l'hôpital, un problème beaucoup plus immédiat se pose. Il faut réussir à le sortir de chez lui. Une intervention classique est impossible. John est trop lourd pour un brancard standard, trop fragile pour être déplacé sans préparation et également trop massif pour passer simplement par les accès habituels de la maison. Les pompiers doivent démonter une fenêtre. Pour le déplacer, ils utilisent une épaisse plaque de contreplaqué, une civière spécialement modifiée et préparée. Plus d'une douzaine de pompiers et de secouristes participent à cette opération. À ce moment-là, le problème n'est pas encore médical, il est d'abord logistique. Il faut déplacer un homme que personne ne peut vraiment porter. Les équipes de secouristes mettent toute leur énergie pour déplacer John. Il est finalement transporté au centre médical de l'université de Washington à Seattle, mais même là, l'hôpital découvre rapidement ses propres limites. Pour l'installer, le personnel doit rapprocher 2 lits. Pour le retourner sur le côté, 13 personnes sont nécessaires. Aucune balance ne permet de le peser précisément. Son poids est donc estimé environ 635 kg. Ce chiffre va faire de John l'être humain le plus lourd jamais enregistré. Mais pour comprendre ce que ce nombre signifie vraiment, il faut revenir au début de son histoire. Parce que John n'est pas né avec un poids hors norme. À sa naissance, il pesait environ 3 kg. Alors comment un bébé au poids normal est-il devenu l'homme de 635 kg? Pour répondre à cette question, il faut revenir en 1941. John naît le 29 septembre 1941 à Seattle, dans l'état de Washington. Son père travaille comme mécanicien, sa mère, June Brower, est diplômée de l'université de Seattle Pacific. Elle travaille d'abord comme infirmière à l'hôpital Providence, puis comme opératrice téléphonique. John est un enfant unique. Peu après sa naissance, ses parents quittent Seattle pour s'installer à Bellingham, une petite ville au nord-ouest de l'état de Washington. La famille vit paisiblement dans un appartement situé dans un hôtel. À ce moment-là, rien ne le distingue vraiment d'un autre bébé. Il pèse environ 3 kg, un poids tout à fait normal. C'est justement ce contraste qui rend son histoire aussi difficile à imaginer. On connaît la fin, on connaît le chiffre, on sait qu'un jour son corps atteindra un poids tellement élevé qu'aucune balance médicale ne pourra vraiment le mesurer, mais au départ, John est simplement un enfant ordinaire dans une famille ordinaire. Son corps prend pourtant très tôt une direction inhabituelle. John souffre d'obésité dès l'enfance. À 12 ans, il pèse déjà environ 133 kg. Ce chiffre est important parce qu'il montre que son histoire ne commence pas à l'âge adulte. Le poids fait partie de sa vie dès une période où l'on construit son identité, où l'on cherche sa place, où le regard des autres peut devenir extrêmement lourd à porter. À 12 ans, on veut souvent être comme les autres, courir, jouer, être invité, se fondre dans un groupe, passer une journée sans que son corps devienne un sujet. Pour John, cette normalité est déjà difficile. Son apparence attire forcément l'attention, les adultes peuvent essayer d'être discrets, mais les enfants, eux, ne le sont pas toujours. Une question maladroite, un rire, un surnom ou même un silence gêné peuvent rester longtemps dans la mémoire. John fréquente ensuite le lycée de Bottel. Dans son annuaire de terminale, on trouve l'image d'un adolescent déjà très corpulent, mais encore inscrit dans une vie sociale tout à fait ordinaire. Il vit à l'école, il avance, il tente de suivre une trajectoire classique. À 22 ans, il pèse déjà 178 kg. Au début des années 60, son poids atteint environ 320 kg. À partir de là, son quotidien change radicalement. Sortir demande plus d'organisation, monter dans une voiture devient compliqué, certains sièges ne conviennent plus, les déplacements sont plus fatigants. John continue à vivre, mais son autonomie dépend clairement de détails auxquels la plupart des gens ne pensent jamais. La largeur d'une porte, la solidité d'une chaise, la hauteur d'une marche ou la possibilité de se relever, évidemment sans aide. Pourtant, il refuse longtemps d'être défini par son poids. Il affirme même qu'il est nullement handicapé. Cette phrase peut être lue de plusieurs façons, comme une fierté, comme une manière de garder le contrôle sur son image, ou simplement comme le refus de laisser les autres décider à sa place de ce qu'il est capable de faire. Pendant plusieurs années, John parvient encore à construire une vie. Il
Il travaille comme chauffeur de taxi pendant 17 ans autour de Bainbridge Island. Avec sa femme, Jan McArdle, qu'il épouse en 1963, il dirige la Bainbridge Island Taxi & Co, la seule compagnie de taxi sur l'île à cette époque. Avant d'être un cas médical, John est donc quelqu'un qui travaille, alors que son propre corps commence déjà à compliquer ses déplacements. Des proches le décrivent comme un homme chaleureux, drôle, attaché à sa famille, mais sa vie n'est pas une image parfaitement lisse. En 1960, John commet un cambriolage au second degré. Ce fait ne résume pas son existence, mais il rappelle qu'on parle d'une personne réelle, avec ses contradictions, ses erreurs, ses moments difficiles. En 1962, son père meurt d'une crise cardiaque. L'année suivante, John aura 2 fils, John et Jason. Pendant un temps, malgré son poids, John conserve une forme de stabilité, famille, travail, entreprise, une réputation locale. Mais son corps continue de grossir. À l'âge adulte, il pèse généralement entre 363 et 408 kg. Il mesure 1m85 et son pourcentage de masse grasse est estimé à environ 80%. À ce stade, son poids n'est plus seulement une caractéristique physique, il devient un problème médical, social et pratique. Le monde ordinaire n'est pas conçu pour un corps de cette taille. L'un des points les plus importants dans l'histoire de John, c'est la question de la cause. John affirme que la rétention d'eau est la principale raison de son obésité. Plus tard, les médecins diagnostiquent chez lui un œdème massif, c'est-à-dire une accumulation anormale et très importante de liquide dans les tissus. Certains spécialistes interprètent cependant les choses différemment. Pour eux, la rétention d'eau n'est pas forcément la cause initiale du poids extrême de John, mais plutôt une conséquence de son obésité sévère. Son corps, déjà soumis à une charge immense, aurait développé des complications qui se sont aggravées. Pour John, cette distinction médicale ne change pas vraiment ce qu'il vit. Son corps retient du liquide, son poids augmente, sa mobilité diminue, son cœur et sa respiration sont soumis à une pression de plus en plus forte. Son quotidien devient extrêmement contraint. Une maison ordinaire n'est pas faite pour un corps de cette taille. Les accès, les meubles, les lits, les couloirs, tout ce qui paraît neutre dans la vie de tous les jours peut se transformer en difficulté. Ce n'est pas seulement une question de confort. Quand un corps atteint plusieurs centaines de kilos, le moindre déplacement peut devenir risqué. Une chute peut être impossible à gérer sans aide. Un changement de position peut demander plusieurs personnes. Une sortie peut nécessiter une préparation complexe. Au début de l'année 1978, John veut perdre du poids. Sur prescription médicale, il commence un régime extrêmement strict. Environ 600 calories par jour uniquement, composé de légumes. Pour se représenter ce chiffre, il faut rappeler qu'un adulte consomme souvent plusieurs fois cette quantité dans une journée normale. Pour un corps aussi massif que celui de John, cette restriction est radicale. Il prend également de fortes doses de diurétiques censés aider à éliminer l'excès de liquide. Mais le traitement ne fonctionne pas comme espéré. Son état se dégrade, John devient très faible et reste alité pendant environ 3 semaines. Sa femme, Jeanne, insiste pour qu'il accepte d'être hospitalisé. Au départ, il résiste. Ce refus peut se comprendre. Pour lui, l'hôpital ne représente pas seulement un lieu de soins, mais c'est aussi l'aveu que son état a dépassé ce que son domicile peut gérer. Finalement, il accepte. En mars 1978, John est admis au centre médical de l'Université de Washington à Seattle. Les médecins constatent une insuffisance cardiaque et respiratoire. L'évacuation de sa maison résume concrètement la gravité de sa situation. Avant même d'être examiné, John oblige les secours à adapter leur manière de travailler. L'hôpital découvre ensuite ses propres limites. Aucune balance médicale ne permet de connaître le poids exact avec précision. Son état est trop fragile et les équipements disponibles ne sont pas adaptés à un tel corps. L'endocrinologue Robert Schwartz estime alors son poids à environ 635 kg. Selon lui, John était probablement encore plus lourd. Il expliquera aussi que l'élément le plus extraordinaire dans son cas n'était pas seulement son poids atteint, mais le fait que John ait survécu jusque-là. Cette phrase donne une idée de la gravité du dossier. John n'est pas simplement un homme très lourd, c'est un patient dont le corps fonctionne à la limite de ce que la médecine observe habituellement. Son indice de masse corporelle aurait atteint un pic d'environ 186. Il présente également des symptômes associés au syndrome de Pickwick, un trouble lié à une respiration insuffisante qui entraîne une augmentation du dioxyde de carbone dans le sang. Pendant plusieurs jours, il doit être placé sous assistance respiratoire. En avril 1978, son état est qualifié de critique. À ce moment-là de l'histoire, le record n'a rien d'impressionnant ou de glorieux, c'est un indicateur de danger.
À l'hôpital, les médecins ont un objectif clair, faire baisser le poids de John pour réduire la pression sur son cœur, sur ses poumons et l'ensemble de son organisme. Il est placé sous un régime d'environ 1200 calories par jour. La prise en charge doit être entièrement adaptée. John est installé sur 2 lits rapprochés. Pour le retourner sur le côté, 13 personnes sont nécessaires. Ce détail est l'un des plus parlants de toute l'histoire. Changer de position dans un lit est normalement un geste banal. On le fait sans réfléchir, parfois même sans se réveiller. Pour John, ce mouvement devient une procédure collective. Cela montre à quel point son autonomie est réduite. À l'hôpital, son corps doit être manipulé, surveillé, protégé. Les soins les plus simples prennent une dimension particulière parce que rien n'est prévu pour un patient aussi lourd. John reste hospitalisé pendant environ 2 ans. Pendant cette période, il perd une quantité de poids exceptionnelle. À sa sortie, il pèse environ 216 kg. Cela signifie qu'il a perdu environ 419 kg. À l'époque, c'est considéré comme la plus grande perte de poids humaine documentée. Cette partie de l'histoire pourrait facilement être racontée comme une victoire. Un homme arrive à l'hôpital dans un état critique, son poids diminue de manière spectaculaire et une nouvelle vie semble possible. John lui-même veut y croire. Il espère atteindre environ 95 kg, c'est son objectif. Il déclare qu'il a attendu 37 ans pour avoir cette chance de recommencer à zéro. Cette phrase est l'un des rares moments où l'on entend vraiment autre chose que les chiffres. Elle montre qu'au-delà du dossier médical, John imagine encore une vie différente, pas une vie spectaculaire, simplement une vie mobile, plus légère, plus ordinaire. Mais une perte de poids, même historique, ne suffit pas à réparer tout ce que son corps a subi. Son cœur, sa respiration, sa mobilité et son état général reste fragile. L'hospitalisation réduit le danger immédiat, mais elle n'efface pas les années de surcharge. À sa sortie, John est vivant, plus léger, mais toujours vulnérable. Il retourne aussi dans un environnement moins contrôlé que l'hôpital. Les repas, les soins, les mouvements et la surveillance ne sont plus organisés de la même manière. Le quotidien revient avec ses habitudes, ses contraintes, ses difficultés. C'est souvent là que les histoires médicales deviennent les plus dures à raconter. Le moment spectaculaire est passé, la mobilisation autour du patient diminue, il reste une personne face aux conséquences physiques et psychologiques de ce qu'elle vient de traverser. Pour John, cette période va être instable. Son poids recommence à monter. Après sa sortie de l'hôpital, John tente de reprendre une vie. Sa situation personnelle change. Jeanne McArdle et lui divorcent en 1980. En 1982, il épouse Shirley Ann Griffin. Ces éléments rappellent qu'il continue d'avoir une existence en dehors de son dossier médical. Il prend des décisions, entretient des relations, essaye de maintenir une continuité malgré un état de santé très fragile. Mais sur le plan médical, la situation reste préoccupante. En octobre 1981, un peu plus d'1 an après sa sortie, John est réadmis à l'hôpital. Son poids atteint environ 432 kg. Un autre chiffre rend cette rechute encore plus frappante. Il aurait pris environ 91 kg en seulement 7 jours. À ce niveau-là, la reprise de poids ne peut pas être comprise comme une simple question d'alimentation. Elle témoigne d'un corps en grande difficulté, notamment à cause de la rétention de liquide. Cette rechute montre à quel point son cas est complexe. John affronte plusieurs problèmes à la fois. Insuffisance cardiaque, difficultés respiratoires, œdème massif, mobilité réduite et fragilité générale. Même après une perte de poids historique, son organisme recommence à évoluer dans une direction dangereuse. Et le 4 septembre 1983, John Brower meurt à l'âge de 41 ans. La cause immédiate indiquée est un arrêt cardiaque. L'insuffisance respiratoire et une maladie pulmonaire restrictive sont généralement mentionnées comme facteurs contributifs. Au moment de son décès, il pèse environ 362 kg. Même sa mort nécessite des moyens particuliers. Son secteur est fabriqué en contreplaqué très épais, recouvert de tissu. Il occupe 2 emplacements au cimetière de Mount Pleasant à Seattle. Une dizaine d'hommes sont nécessaires pour le transporter jusqu'à sa sépulture. Dans les articles, les classements et les records, John est souvent présenté comme l'homme le plus lourd jamais enregistré. Mais pour les personnes l'ayant connu, il n'était pas uniquement un cas médical, il était un membre d'une famille, un père, un ami, quelqu'un qui avait vécu dans une communauté. Mais derrière l'homme de 635 kg, il y a une vie complète, avec une enfance, un travail, une famille, des erreurs, des espoirs et une fin tragique. John Brower reste associé à un chiffre, 635 kg. Ce chiffre explique le record, mais il ne suffit pas à raconter l'homme. Il montre l'extrême, pas le quotidien. Il impressionne, mais il ne dit presque rien de ce que John a perdu en chemin. Son autonomie, son intimité, puis une partie de son identité. À sa naissance, John pesait environ 3 kg. 41 ans plus tard, son nom était entré dans l'histoire médicale pour une raison qu'il n'avait jamais choisie. Son histoire pose une question plus large que celle du poids. Comment une personne peut-elle continuer à exister quand son corps devient le principal sujet de sa vie? Comment garder son identité quand le monde vous résume à un chiffre? Sur sa tombe, il n'est pas écrit l'homme le plus lourd du monde. Il est écrit époux,
père et ami bien-aimé. Et finalement, c'est cette phrase-là qui raconte le mieux ce qu'il faudrait retenir de lui.